Hello et bienvenue sur le podcast de la bonne fortune, cette émission qui te donne les clés pour prendre en main tes finances personnelles. Alors, je suis Ismaël Bernus, un entrepreneur heureux et avec la bonne fortune, mes invités et moi-même se livrent sans filtre pour te donner les connaissances et les outils afin que tu puisses investir selon tes choix, tes envies et tes objectifs. Let's go! Aujourd'hui sur le podcast de la bonne fortune, j'ai l'immense plaisir, le bonheur de recevoir de nouveau Alexandre Lacharme pour une émission sur les startups, le monde de l'investissement en private equity, dans l'univers du non-coté. Salut Alex. Salut Ismaël, hyper content d'échanger avec toi. On a regardé en off 2 ans et demi, plus de 2 ans et demi après le premier, tu vois, donc ça passe. Hein. Exactement, c'est un truc de fou. Pour les nouveaux auditeurs, Alexandre était venu sur le podcast. C'était un de mes premiers invités. C'était l'épisode 6 sur l'investissement sur les parkings il y a plus de 2 ans et demi. D'ailleurs, tu vas te présenter un petit peu ce que tu fais, etc. pour celles et ceux qui ne te connaissent pas. Ouais. On va commencer tout de suite. Tu vois, je t'en ai parlé juste avant, mais avant de passer sur la présentation, etc. Aujourd'hui, le thème, c'est les startups. Ceux qui te connaissent, qui te découvrent ou via l'univers de l'investissement dans les parkings, je sais que tu as sorti récemment un livre qui cartonne, Ouais. Investir dans les parkings. Tu nous en diras un petit peu plus. Ouais, je l'ai sous la main, je t'ai montré. Investir dans les parkings, la couve, c'est ça. Pour créer sa liberté financière aux éditions Erol, qui est dans le commerce partout, Fnac, Cultura, Amazon et compagnie, que j'ai sorti le 16 juin 2022. Voilà. Avant Yes. notre épisode, tu vois, avant notre premier épisode. Yes, canon. Et donc, j'aime bien quand c'est comme ça, faire un petit jeu concours souvent en fin d'épisode, mais là, je change le game, de proposer à un auditeur, une auditrice qui serait intéressé pour le recevoir, est-ce que tu as possibilité de l'offrir une petite version dédicacée, le cas échéant? Avec grand plaisir, avec grand plaisir, je l'offrirai à quelqu'un de la communauté, de l'audience, avec un petit mot personnalisé, volontiers. Eh ben c'est canon. Écoute, on mettra tout ça dans les notes de l'épisode et bien sûr de commenter sur tous les réseaux, sur YouTube, ceux qui écoutent sur YouTube également, pourquoi pas mettre un petit commentaire avec le mot livre dedans pour Alexandre, pour le référencement et comme ça augmentera aussi les chances, mais je mettrai toutes les modalités. Donc voilà, maintenant on commence tout de suite cette émission avec les cadeaux et donc ouais, avec grand plaisir pour offrir le livre à un des auditeurs, on mettra toutes les modalités en description de l'épisode. Euh, Alexandre, depuis 2 ans et demi, tes investissements dans les parkings, ça va comment? Ça va bien, j'ai pas arrêté, j'ai continué. Alors j'ai ralenti un peu, mais j'ai quand même continué. À l'époque, j'étais vraiment pied au plancher quand on avait fait l'épisode, dans le parking. Jour et nuit, j'y pensais, j'étais sur le terrain et cetera. Ensuite, j'ai voulu un peu lever la tête du guidon. J'ai 37 ans maintenant, je crois que tu as 1 an de plus que moi. Yes. On est de la même génération tous les 2. Et du coup, comme tu sais, parfois, bah, tu es à fond, tu lèves un peu la tête du guidon, tu observes. Tu te dis: «Bon, je vais où? Est-ce que je vais dans la bonne direction, mauvaise direction?» Et après, quand tu reprends et tu reviens, les mains dans le moteur. Et là, j'avais besoin de lever un peu la tête, donc j'ai continué, tu vois? J'achète encore un parking là en cette fin d'année, ça va. Mais j'ai implémenté d'autres choses, je me suis diversifié. J'ai voulu prendre un peu plus d'épaisseur, avoir une autre vision et explorer de nouvelles choses, sortir un peu de mon petit confort et aller chercher de nouvelles choses parce que toute ma vie, j'ai fait ça, d'aller chercher des trucs, Yes. de me challenger. Et crois-moi, écrire un bouquin, ça a été un sacré challenge, surtout quand tu dis à l'éditeur, je veux l'écrire moi-même à 100%, je veux que personne m'aide. Ça, c'est un challenge. Et d'aller investir dans les startups, c'est un sacré challenge. D'aller quitter son job de CDI, c'est un sacré challenge. Donc, tu vois, j'ai enchaîné les challenges. Donc, ça a été physique. Mais écoute, c'est bien. Yes. Pour celles et ceux qui connaissent pas encore Alexandre, faut savoir que oui, c'est quelqu'un quand même avec une mentalité d'investisseur, d'entrepreneur, un homme curieux qui est assez direct, assez cash, qui a pas sa langue dans sa poche. Ouais. Mais oui, l'envie de partager, de se remettre en question aussi à chaque fois. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis vraiment super heureux de te retrouver Mm. 2 ans et demi après. Donc là, aujourd'hui, tu as un nouveau focus orienté sur l'investissement dans les startups. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? D'où ça t'est venu? Pourquoi? Comment? Pourquoi diversifier sur cette voie? Écoute, d'où ça m'est venu, tu sais, c'est drôle, tu vois, ça va te faire marrer parce qu'en fait, j'étais salarié, à côté de mes investissements vu que j'avais besoin de faire des crédits pour, les parkings sont pas tombés du ciel, hein. J'ai Yes. pas hérité d'un oncle d'Amérique,
qui a une petite cigogne qui a déposé de l'argent, à côté de mon oreiller. J'ai dû aller faire du crédit la plupart du temps, même si parfois j'ai acheté cash. Et je bossais avec des super riches, des gens hyper riches. Moi, Mmh j'étais mh. commercial à la fin. Moi, j'ai quasiment toujours été commercial, enfin un peu dans ce domaine-là. Et là, j'étais commercial pour une marque de fitness, un des leaders mondial, qui fait des machines de fitness très haut de gamme. Je ne vais pas le citer, mais il y en a pas beaucoup. Et du coup, mes clients, c'est des gens qui veulent des gyms, des salles de gym à la maison. C'est comme si toi, demain, tu avais 50 ou 200 ou 300 appartements. Tu te fais une super villa et il te reste 60 mètres carrés. Tu as une piscine, tu as le cave à vin, salle de cinéma. Il te reste 50 mètres carrés. Tu dis à ton architecte d'intérieur, j'ai pas trop le temps, j'ai pas envie de me mélanger avec les gens de la salle de gym là. Je vais peut-être faire une salle de sport privée. Yes. C'est cette clientèle. Et donc moi, je vendais à ces gens-là. Donc je rencontrais ces gens-là, etc. Et quand j'allais chez eux, j'étais fasciné parce que moi, j'ai vécu dans un truc assez modeste et je me pointais. Assez modeste parce que je vivais pas au-dessus de mes moyens et puis je mettais tout dans l'IMO. Donc tu vois, j'avais un train de vie qui était vraiment, hyper modeste. Mmh. Et c'est un vrai point clé aussi pour à dire aux gens pour qu'ils puissent, bouger quoi, de pas vivre au-dessus de ses moyens. Et là, je suis fasciné quoi. Alors je le montre pas, mais je vois des appartements, des trucs, des machins et moi, au lieu d'être jaloux, de me dire: «Oh là là, ça me bouffe de l'intérieur», je pose des questions. Je me dis: «Ah d'accord, OK, vous êtes dans quoi?» mais de manière subtile. Et en fait, ils m'ont inspiré ces gens. Alors tu as des cons partout, hein. Yes. Mais tu as des gens intéressants, des gens vraiment intéressants, des entrepreneurs, incroyables, discrets, et cetera. Et je me suis dit: «Mais comment ils font?» Et ce qu'ils m'ont expliqué, c'est qu'il y a la partie IMO, donc ça m'a rassuré. Je me suis dit: «OK». Quand je leur racontais un peu ce que je faisais, ils disaient: «Bah, c'est vachement bien, bonne idée, ton parking et tout». Donc IMO. Et après, la seconde étape, c'était de s'associer et d'investir dans des business. OK. Pas forcément start-up, mais d'avoir des parts, le notion un peu finance que moi j'ai pas, tu vois? Mmh J'avais pas. mh. Mmh La mh. notion un peu finance, d'avoir une entreprise, d'acheter en pro, de s'associer, d'investir, d'avoir des parts sociales. Ce jeu un peu, financier, comptable, de participation que moi je comprenais pas. Et je me suis dit: «C'est intéressant ce truc», mais c'est vraiment réservé aux super riches. Et en fait, j'ai voulu finalement les copier, m'en inspirer plutôt. Et du coup, je me suis intéressé, au non coté, au private equity et à me dire: «OK, bah, à un moment, je vais créer une entreprise et dans cette entreprise va prendre des participations dans d'autres business OK. pour que, si jamais ces business fonctionnent, que moi je puisse récupérer, des dividendes, que je puisse récupérer s'il y a la vente de l'entreprise ou le rachat ou quoi, de l'argent et cetera». Je voulais vraiment comprendre l'écosystème un peu de l'IS, versus le particulier lambda, Mmh qui mmh loue mmh. son bien à l'MNP ou quoi. Je voulais vraiment passer en fait, j'avais l'ambition de passer un step supérieur, mais à un petit niveau, tu vois? J'avais la modestie de me dire: «Ouh là là, je vais pas me la raconter, Mmh je vais mh. rester modeste, mais je vais faire comme Xavier Niel, mais en version, crève la dalle», tu vois? Yes, yes, donc ouais, vraiment l'envie de quelque part, j'entends par là de te structurer, en quelque sorte, de poser les fondations, de te structurer à travers, ton entreprise, ta boîte peut-être? Ouais, Ou une holding ou je sais pas, ouais. ou en tout cas ou même à titre personnel, mais de prendre, des participations. Ça a dû peut-être commencer par la bourse? Non, non, la bourse, j'avais fait il y a longtemps. J'avais délégué, j'avais perdu de l'argent, j'ai délégué à quelqu'un. Au moment où j'étais hyper nul en calcul et tout. Mmh, mmh, mmh. J'avais fait un boursorama, j'avais délégué à quelqu'un. Mais je voulais devenir riche et je me suis dit, comment ils font les riches? Eh ben, ils ont des participations, des boîtes, et cetera. C'est un peu Mmh mystérieux, mh. mais pourquoi on peut pas être riche nous aussi? On est intelligent, on n'est pas plus bête qu'eux, on a 2 bras, 2 jambes et je voulais en être. Je voulais être comme eux. Je voulais essayer, je voulais me frotter à ça. C'est comme, je sais pas si tu aimes un sport, je te dis n'importe quoi, tu cours par exemple, tu fais du footing, bon, bah, tu en as marre de courir autour de ta maison, tu dis: «Je vais me frotter à des gens qui font un semi-marathon ou un marathon». Je suis beaucoup moins bon qu'eux, je suis beaucoup plus lourd, je suis beaucoup moins technique, mais je vais me frotter. Je vais me faire mal, mais je vais me frotter à eux. Bah, moi, je voulais me frotter aux riches, quoi. Ça fait écho à ce que tu me dis personnellement parce que tu vois ton analogie sur la course, le marathon, je le vis pleinement.
heu, Je savais pas, hein. avec exactement, exactement. Avec des courses, des trails et cetera où je me suis amusé. Alors, en Voilà. version escargot, en effet, comme tu l'as dit, mais, arrivé au bout à des épreuves de 7, 8, 10 heures, 11 heures et en effet, c'est kiffant et de te dire: «Bah, tiens, moi aussi j'ai 2 bras, 2 jambes, moi aussi je peux aller du point A au point B sur une épreuve ambitieuse et d'y arriver à mon niveau encore une fois». Exactement, Ah ouais. exactement. J'en ai marre d'être au service des riches. Tu vois, j'étais au service des riches dans ma petite bagnole de fonction. J'étais là, ma petite Golf noire, j'arrivais chez le client avec mes catalogues sous le bras Yes, et bon, c'était sympa, j'ai appris, c'était cool. Mais à un moment, je me dis: «Putain, mais moi aussi, je vais être là-bas, moi aussi, je vais y arriver. Comment on fait?» yes, yes, yes. Voilà. Donc ta curiosité t'a amené à rencontrer ce genre de personnes dans le cadre de ton Ouais, taf et cetera. Donc ta curiosité t'ouvre à plutôt essayer de chercher des informations, de t'inspirer plutôt que de jalouser, OK. ouais, Ça fait écho un petit peu, donc là tu étais en mode déjà, investisseur via l'immobilier, les parkings notamment, mais tu as aussi, forcément ça va te faire écho le concept du cadran du cash flow de Kiyosaki où la partie droite, l'enrichissement se fait d'une part via l'investissement et deuxièmement via la propriété d'entreprise. Et en fait, c'est un peu en ce sens que ce que tu as découvert. Donc, tu avais déjà une partie de la réponse, ouais. mais pas l'entièreté. Et donc, tu as voulu développer cette face-ci, quoi. Mmh. Bah, Kiyosaki m'a beaucoup inspiré. Mmh, mmh, D'abord avec Père riche, Père pauvre et ensuite avec le cadran du cash flow. mmh, Et bien entendu que c'était inconscient. Je me suis pas dit: «Ah, c'est le cadran du cash flow», mais oui, quand j'avais lu ça à l'époque, je me suis dit: «Un mmh, jour, mmh, il mmh, faudra que tu aussi possèdes des parts mmh, d'entreprise». mmh, Mais j'en étais à des années-lumière, mmh, moi, tu mmh, vois? mmh, mmh. J'étais à des années-lumière de ça. Mais à un moment, quand j'ai pris un peu plus confiance en moi, j'ai vu que je commençais à voilà, le bouquin Erol, tu vois? C'est une grosse maison d'édition, me faisait confiance. J'ai vu que j'étais reçu sur RTL, Forbes et cetera, Ouest France, Nice Matin. Je me suis dit: «OK, bah, maintenant, prends un peu confiance en toi et lance-toi. Vas-y, feu, quoi. À l'époque, tu as 36 ans, c'est maintenant, Mmh quoi. Va mh. pas le faire à 60 balais, quand tu es éclaté, hein». Yes. Donc j'ai dit: «Go». Comment on investit dans les entreprises? Donc, je t'ai cité la bourse. On voit tous, hein, la bourse, le PEA ou le compte titres, le CAC 40, ou alors, de l'autre côté, outre-Atlantique, sur le Nasdaq et cetera et cetera. Enfin voilà, des valeurs. On a tous Apple, Google en tête, LVMH en France, Total, AXA, enfin bref. Donc ça, c'est pour le côté de la partie, titres financiers des entreprises cotées, réglementées et cetera et cetera. Donc c'est un marché secondaire, on ne reviendra pas dessus. L'investissement dans les startups, dans les boîtes. Déjà, qu'est-ce qu'une startup? Je commencerai par ça. C'est quoi la définition d'une startup? Alors une start-up, c'est une entreprise qui a vocation à grossir très vite. OK. Start up. C'est ça la différence avec une entreprise avec une PME traditionnelle. La start-up, c'est une entreprise qui va démarrer et qui doit aller très, très vite. En fait, c'est une notion de vitesse. OK. La start-up, elle va avoir besoin de financement parce qu'elle doit aller très, très vite. Ouais. Donc, elle va avoir besoin de financement avant même d'être rentable. C'est pour ça qu'il y a plein de start-up qui sont en réalité pas rentables. Elles vivent parce qu'elles sont injectées de cash, Mmh. d'investisseurs privés comme les business angels, comme ce que je suis, ou de fonds de venture capital. Je t'expliquerai par la suite. Mmh. Mais du coup, elles ont besoin pour atteindre un objectif hyper ambitieux. Il y a une notion d'ambition aussi dans la startup. Yes. Pour atteindre cet objectif très ambitieux de croissance extrêmement rapide, elles ont besoin d'énormément de financement alors qu'elles ne sont pas rentables. Il y a plein d'entreprises qui ne sont pas rentables et qui l'ont pas été. Un exemple, Uber, par exemple, les chauffeurs privés Uber, Ouais. je ne sais même pas si c'est rentable aujourd'hui, mais ça a été pas rentable pendant longtemps. Donc, faut se méfier en fait parfois, à tort, on va penser qu'une entreprise, parce qu'elle est très connue, qu'elle croît très vite, elle est très rentable, et cetera. Pas du tout, pas du tout. C'est simplement qu'elle est injectée de cash. Yes. Très important. Il y a des PME, de quartier, qui font, de la menuiserie, qui sont bien plus rentables que des startups, qu'on voit sur LinkedIn. Ça, c'est important de démystifier. Donc la start-up, on va très haut, très vite. Donc notion d'ambition, notion de Mmh. vitesse, notion de Mmh mh. croissance extrême. C'est ça une start-up. Une start-up peut être une boulangerie. J'ai investi dans des start-up qui sont des boulangeries qui ont des points de vente, Yes. mais elles lèvent 2 millions d'euros. Donc attention, une start-up, c'est pas forcément une boîte tech. Ça peut être aussi une boîte, une marque de fringues, ça peut être, une boulangerie, et cetera. Donc ça peut être tout domaine d'activité OK, d'accord, ouais, très, très clair, ouais, c'est une nouvelle entreprise et qui veut avoir une croissance, qui va vite, rapide, qui va vite. très ambitieuse, qui va vite, qui a besoin de cash. Mmh mh. C'est une Formule 1. En fait, une startup, c'est une Formule 1. Une Formule 1, bah, à la pompe, c'est pas du bioéthanol, hein. Il faut aller vite, 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 c'est hyper cher, et cetera. C'est une Formule 1, c'est pa 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 pa.
Yeah. Ça, une startup. On comprend bien donc du coup la nécessité d'avoir des fonds très, très rapidement et donc les startups pour se développer donc j'imagine vont passer par, le levier, bancaire classique potentiellement, Oui, mais ça va être limité, il y en aura pas assez et c'est en ce sens où ils ouvrent sur les investisseurs privés. c'est ça. C'est ça. Restons un petit peu dans les définitions. Tu parles de VC, de business angel, d'investisseurs privés. C'est quoi un petit peu tous ces termes et les différences, quelque part? La distinction entre toutes ces typologies, on va dire, d'investisseurs, elle est où la frontière? Qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, un business angel, un homme providentiel en français, bon, personne ne le dit, Mmh. un homme ou une femme, c'est un investisseur privé qui met son propre argent, soit en perso, Ouais, ou soit l'argent de sa société, hein. Typiquement, c'est souvent quelqu'un, alors c'est en train de changer parce que ça devient un peu dans la tendance. C'est aussi pour ça que peut-être ça t'intéressait de faire cet épisode, c'est que on en parle de plus en plus, tu vois, à la télé, on en parle, etc. C'est souvent quelqu'un qui a un peu réussi, pas forcément beaucoup, hein. C'est pas un milliardaire. En fait, on a la vision que le business angel, c'est Xavier mmh, Niel, mmh, mmh, mmh. c'est Rick Larchevêque de Ledger, c'est Marc Simoncini. Non, c'est c'est soit quelqu'un effectivement qui a une certaine maturité, une certaine expérience, qui a vendu son entreprise ou qui a récupéré de l'argent, qui a réinvesti pour aider les gens. Alors, tu en as beaucoup, attention, tu as beaucoup de gens qui font ça parce qu'il y a une économie d'impôt. Ouais, Quand tu as de l'argent, quand tu as vendu une société en perso, tu as touché de l'argent en perso. Si tu réemploies cet argent, il y a un dispositif fiscal qui permet une réduction d'impôt. Ce qui n'est pas du tout mon cas. Moi, j'ai investi en société, donc c'est pas du tout pour le côté fiscal. Mais il y a aussi ça. ouais, ouais, ouais. Donc, c'est souvent des gens qui ont plus de 50 ans, plus de 60 ans, qui sont plutôt retraités. Donc, ça, c'est la vision un peu old school du truc. Et tu as une nouvelle catégorie, génération de business angels qui sont des gens actifs, qui Mmh, bossent, peut-être qui ont des jobs un peu sympas mmh, mmh. et qui veulent réemployer leur argent, aider les gens. Donc, il y a vraiment une notion, attention, dans le côté business angel, je dirais pas de mécène, mais il y a un côté redistribution. Mmh. Il y a quand même un côté je veux aider. Quelqu'un qui veut faire de la finance pure, moins risquée, il arrivera plutôt dans de la bourse Ouais. à un stade très Mmh. mature où il y aura moins de potentiel de gain, mais ce sera beaucoup moins risqué. Mais le business angel, il y a un côté un peu Pascal le grand frère quand même. Il y a un côté un peu je veux aider, etc. Même si l'objectif c'est de gagner de l'argent, il y a une notion je dirais pas de maître à élève, enfin de professeur à élève, mais c'est quand même des gens qui ont une certaine légitimité, Mmh, 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 mmh. même s'ils ils peuvent être jeunes. Moi, j'ai un copain qui est business angel, qui a monté un projet qui a très bien marché. Il a 25 ans. Ouais. Donc, c'est ça un business angel. C'est un privé qui investit à travers sa société ou bien en perso et qui réemploie son propre argent sur des tickets, en général, entre 5 et 200 000. OK. Souvent, c'est beaucoup moins parce que des gens qui mettent 200 000, il y en a assez peu en Mmh. France, mais il y en a. Mmh. Les riches, ils font Mmh ça. mh. Mais par exemple, moi, tu vois, j'ai mis des tickets entre 2000, enfin là, 2000, c'est vraiment des copains qui ont des boîtes, mais grossièrement, où tu es pris au sérieux, c'est entre 5 et 20 000 euros. Mmh mh. Donc 10-15 en moyenne quand même. Donc il faut quand même avoir un peu d'argent. Mmh mh, mmh. Et après, ta question, c'était le venture capital, c'est ça, les fonds? Ouais, les VC, business angel, quels sont les C'est différents après. types, C'est après, en voilà, fait. d'investisseurs? Ouais, 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 c'est ouais, ça. ouais. Mmh mh. BA, c'est ça. Business angel, c'est vraiment des particuliers qui sont au tout début de l'aventure. Mmh mh. Parce qu'en fait, il y a une notion de timeline. Tu vois, t'as le précide, donc au moment où on sème les graines. Mmh mh, mmh. T'as Friends and... Toi, demain, tu crées une startup, par exemple. Tu crées, je sais pas, un logiciel pour concurrencer Salesforce pour les commerciaux. Bah, au début, tu as besoin de 20 000 € pour te lancer. Friends and family. Donc là, tu vas demander à tes amis, ta famille. C'est vraiment le pot commun, etc. Une fois que tu as activé la pompe, tu commences à avoir quelques clients et tout, tu as besoin de 400 000, Mmh mh. 400-500 000 pour faire un super site, une application et tout. Ça s'appelle le pré-seed. Là, tu vas faire venir des business angels OK. qui vont mettre ça. Peut-être une partie prêt bancaire aussi, si ta banque, elle est assez OK. Et ensuite, quand tu as besoin d'un peu plus, tu vas faire un seed. Et le seed, ça va être entre 500 000 et 2-3 millions, 2 millions souvent d'euros. Et là, c'est encore les business angels. Et après, il y a d'autres trucs. Tu vois, il y a le seed, il y a la série A. Série A, ça va être peut-être 10 millions d'euros. Quand tu vas aller, par exemple, dans toutes les villes de province, Mmh mh. à Angers, à Nantes, à Tours, etc., que tu veux grossir. Donc, en fait, il y a une roadmap
Heu et le fonds de venture capital, le fonds de VC, c'est une entreprise professionnelle qui est structurée et qui intervient après les business angels. Parallèlement, mais souvent après. Ça prend le relais des business angels, et ça va être des tickets plus importants. OK. Tu vois, un business angel qui va mettre 20 K, Ouais. un fonds de venture capital peut mettre, par exemple, 200, 300, 400 K, 500, 1 000 000 parfois. Et pour compléter, ma réponse, le fonds de venture capital, quand il va arriver dans l'entreprise, souvent, il va dire: «Bon, bah, écoutez, les petits business angels comme Alexandre qui ont mis 15 000 €, on va s'en séparer». Et c'est à ce moment-là que tu peux sortir de ton investissement Mmh. et que tu fais une plus ou une moins-value. Donc mes 15 000 de départ Mmh. que j'ai mis en Mmh. 2023, Mmh. si en 2025, l'entreprise n'est pas morte, elle a une croissance et il y a un fonds de venture capital qui met 500 000 €, il va nettoyer la table de capitalisation, dire: «OK, nous, on arrive, on met 500 K à condition que Alexandre Lacharme, Mireille et Didier, ils sortent». Parce qu'on ne veut pas gérer avec eux, ils sont trop petits. OK, ouais. Et là, si la boîte, si la valorisation a augmenté, bah, tu as fait un x2, x3, et cetera et tu récupères ton argent. C'est tout. Très, très clair, ouais. Ouais, ouais, il y a plusieurs notions de ce que tu viens de dire, mais ouais, c'est vraiment très, très clair. Donc, d'une part, On pourra revenir, je reviendrai sur ces points-là, mais là, c'est pour une vision globale. ouais, 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 exactement, ouais. Donc, d'une part, différence, entre, investisseurs qui vont rentrer à un moment donné de développement de cette startup, donc, business angel plutôt au lancement, plutôt sur une timeline assez tôt. Oui, Ensuite, éventuellement les VC s'il y a un besoin de croissance, oui, hyper croissance et de fonds beaucoup plus importants. oui, À condition de nettoyer tous les petits «business angels» entre guillemets, souvent. parce que, j'imagine pour des questions peut-être d'administration de la boîte et cetera et cetera. Parce qu'on rentre C'est au ça. capital, tu es associé, il y a, je sais pas moi, 50 associés dans la boîte, eux, ils veulent avoir les mains libres, pas se faire chier avec des AG trop longues et cetera. Exactement. Ils veulent avoir le contrôle. Ils veulent pas qu'il y ait un petit BA qui ramène sa fraise alors qu'il a mis 10 000 et eux, ils mettent 500 Et 000. ouais. Ils veulent avoir le contrôle. Tu sais, c'est la loi du plus fort, hein, Mmh, mmh mh. mais toi, tu t'en fous si c'est la loi du plus fort et que tu as fait un x5. Si tu as mis 10 et que tes parts valent 50, tu te tais, tu prends tes 50, moins, ton imposition et tu vas te coucher, hein. Hop hop hop, j'en profite pour faire une petite pause très très courte de quelques secondes parce que c'est très important. Simplement pour vous remercier car vous êtes littéralement de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter ce podcast. Et je le remarque notamment à travers les différents commentaires que vous pouvez me faire ainsi que les demandes sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram et surtout sur LinkedIn. Indépendamment des commentaires, ce qui aide vraiment le podcast à se faire connaître au plus grand nombre, ce sont vos avis sur les plateformes d'écoute. Donc je t'invite, si c'est possible pour toi, à prendre vraiment quelques secondes tout de suite maintenant, afin de mettre un commentaire accompagné d'une belle note sur ta plateforme d'écoute préférée. Car le podcast de la bonne fortune, c'est un média qui est gratuit, et à l'heure où je tourne aujourd'hui cet épisode, avec plus d'une soixantaine d'invités, plus de 80 heures de contenu, je me permets de te demander vraiment quelques secondes. C'est très très important et ça fait plaisir que ce média puisse être découvert et écouté par le plus grand nombre. Merci à toi et je te laisse tout de suite en compagnie d'Alexandre pour la suite de cette émission. Et de l'autre côté de la barrière, celui qui monte cette start-up pour bien démystifier un petit peu tout ça, donc, quelqu'un j'imagine, hein, tu me diras si ça se passe un peu comme ça ou pas, mais, allez, 2 associés qui montent, qui veulent créer une chaîne de boulangerie. Tu parlais de la boulangerie. Mmh. Ils veulent créer une Ils franchise. sont 2 en plus. Ils font ça, donc ils créent, je sais pas moi, une SAS, une SARL avec un capital social de 1 000 €, disons au départ. Ils lancent leur truc, ils font leur précis de friends and family, ils lèvent 20 000 €. Mais de base, comment ça se fait? Comment ils font pour ne pas être dilués? Est-ce que c'est ça le risque? Comment ça se passe techniquement sur la valorisation d'épargne, d'un point de vue technique? Ouais, c'est un vrai point. Alors ils sont encadrés par des avocats, bien entendu. En fait, ce qui se passe, c'est que toi, tu vas créer, par exemple, une boulangerie avec un de tes copains. Moi, j'investis dans une boulangerie d'ailleurs, une chaîne de boulangerie, ils sont 2. Donc c'est marrant que tu dises qu'ils sont 2, hein. J'ai l'impression que tu les connais. Donc Absolument vous pas. êtes 2 ou je sais, mais vous êtes 2, vous créez, par exemple, tu vois, à Nantes, une 1re boulangerie, vous dites: «Ah, il y a un modèle, il y a un truc». Je te prends un exemple concret qui existe vraiment où j'ai investi, hein, comme ça c'est réaliste. J'ai investi dans une chaîne de boulangerie, où ils fabriquent pas sur place. Ils ont un atelier un peu comme Paul, tu sais que les boulangeries Paul, Ouais, ils livrent en fait, ouais. la durée ou autre, ils livrent, ils fabriquent pas sur place. Je pense que Kaiser, c'est pareil, Rick Kaiser et cetera, bref.
Et du coup, il y a une startup où j'ai investi 20 000 € d'ailleurs dans ce projet. Bah, ils créent la société, ils créent le juridique, et puis ils vont commencer à travailler sur le projet. Et ensuite, ils vont valoriser leur projet. Ils vont dire, bah, ce qu'on a fait, notre projet, la valeur de notre idée, ce qu'on met en place, etc., ça vaut tant. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que toi, en tant qu'investisseur, tu vas rentrer sur une valorisation. Donc, si l'entreprise, elle est surévaluée, tu vas payer très cher ta part sociale. Eh oui. Donc, tu vas payer si l'entreprise, ils disent, oh, on est les stars, notre projet vaut 10 millions d'euros et qu'ils ont fait zéro chiffre d'affaires, bah, toi, tu vas mettre 10 000 euros, mais tu n'auras que dalle, quoi. Tu auras des miettes. Donc, c'est ça qui est très compliqué au début, c'est que il faut arriver sur une entreprise qui est correctement évaluée, mais sauf qu'on n'a pas les compétences pour savoir si c'est correctement évalué. Enfin, moi, je n'ai pas la compétence, hein. J'ai fait un peu de finance d'entreprise. J'ai fait une formation en finance d'entreprise, mais j'ai pas les compétences aujourd'hui. Puis ça m'intéresse pas forcément. Donc, en général, c'est bien fait parce que moi, je le fais dans le cadre de club deal avec des gens qui analysent, etc., qui sont meilleurs que moi. Mmh. Mais il faut pas le faire à l'arrache, se faire contacter sur LinkedIn par quelqu'un qui va te raconter n'importe quoi. Donc, il faut quand même vraiment être bien entouré. Mais grossièrement, toi, tu montes ta boulangerie, tu vas dire, bah, ça vaut 2 millions d'euros, ce qu'on a fait, le concept, et cetera. Et là, ils vont lever des fonds, ils vont faire une levée et ils vont se diluer. Ils vont donner, par exemple, 50 des parts, à des investisseurs, à des business angels. Et du coup, toi, tu vas rentrer avec 10 000 euros, 15 000 euros, 20 000 euros, et tu auras un pourcentage par rapport à la valorisation de l'entreprise, à la valeur de l'entreprise. OK. Et ensuite, bon, bah, tu fais ton virement, hein. Il y a un avocat qui bosse avec eux qui te dit, qui t'envoie le RIB, t'envoie le contrat, le RIB, etc. Tu fais ton petit virement. Et puis là, tu pries, hein. Tu es comme ça, tu pries. Et puis après, quand tu auras un événement tu ne sors pas quand tu veux. Quand tu auras un événement de liquidité, c'est quoi? C'est vente de l'entreprise, donc rachat par un grand groupe. Donc là, en général, tu gagnes de l'argent. Nouveau tour de table, c'est-à-dire qu'on va passer du tour de table, qui était la levée de 2 millions, à une série A à 10 millions avec un gros fonds. Et là, tu sors. Donc là, c'est super. Nouveau tour de table, ça veut dire qu'on a besoin d'autre argent et que l'entreprise va être encore plus valorisée parce qu'il y a un gros fonds qui arrive. Vente de l'entreprise, c'est la situation idéale. Petite entreprise qui est rachetée par le gros, bah là, en général, la valeur, elle monte. Dépôt de bilan, là, tu as tes yeux pour pleurer. À l'inverse. Ça peut arriver que l'entreprise truc. Voilà. Donc, en fait, il faut un événement de liquidité pour sortir. Le gros point noir de l'investissement dans les startups, et c'est pour ça que faites de l'immobilier en premier, hein. Vraiment, moi, jamais je vous dirais d'y aller comme ça, la fleur au fusil, jamais, jamais, jamais. C'est que si tu es dans la merde et que tu as besoin d'argent, c'est mort. Tu peux pas dire toc, 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 ah, moi j'ai un souci, j'ai un enfant qui vient de naître, je veux récupérer mes 10 000. Ah bah non. Non. Et il n'y a pas de dividende non plus. Ouais, c'est pas comme la bourse ou sur un marché secondaire où il y a une grosse Non, liquidité, non, on non. appuie sur le bouton et on vend les parts, c'est illiquide. C'est illiquide. Par contre, le point que les gens voient jamais et que moi j'ai vu, pour avoir bossé dans le marketing quand même dans des boîtes, c'est que ça t'apporte énormément de visibilité, ça t'ouvre énormément de portes. C'est-à-dire que moi j'ai communiqué sur LinkedIn en disant bah voilà, j'ai investi dans telle startup, etc. Tu mets un nouveau poste. Derrière, je suis contacté dans tous les sens, je suis invité à plein d'événements, je rencontre plein de gens intéressants, brillants qui m'apprennent des choses. Tu rentres dans un nouvel écosystème et ça t'apporte énormément de nouveaux contacts, de visibilité, etc. Il y a cette notion, c'est un peu comme si, je vais te faire une comparaison. Euh, Toi qui aimes bien courir, c'est comme si, par exemple, c'est comme si tu gagnais une course, une grosse course. Tu gagnes une grosse course, ok, il y a Azix qui va voir, tu vois, tu as de la visibilité. Donc, quand tu investis dans une très belle startup, comme c'est mon cas, j'ai investi vraiment dans des startups en vue, qui ont de la presse, tout le monde en parle dans le milieu, etc. Hop, tout de suite, les gens, ils ne me voient plus comme le petit investisseur dans les parkings, mais ils m'invitent à des événements, ils me prennent au sérieux, ils m'envoient leurs projets. Moi, j'ai plein de cooptations de gens qui me disent « Ah, j'ai entendu parler que tu avais investi là, tiens, etc. » Donc là, en termes de relationnel, tu fais un gap terrible. Ouais, ça crée du réseau, etc. Et je te partage 1000 fois ton avis hein, pour être investi également en private equity. On va revenir sur cette notion. Différents investissements m'ont permis de rencontrer des personnes également investisseurs et ça permet d'étendre le réseau, de voir, d'ouvrir un petit peu ses yeux, ses chakras et tu rentres un petit peu, je prendrais l'image comme dans un mastermind en quelque sorte, enfin
ou sur, voilà, sur de nouvelles perspectives. Tu rentres dans des groupes que tu n'avais pas accès avant ou pas connaissance et tout ça participe à élever un petit peu ton niveau de conscience sur l'investissement. Alors, forcément, on va pas mettre 10, 15, 20, 30 K juste pour ça, Ouais. ou plus. Il y a l'envie aussi d'avoir un retour sur investissement, mais ouais, c'est intéressant aussi cette notion derrière de réseau, de contact, de relations humaines aussi qui se cachent derrière ça. Ouais, ouais, très très intéressant. Euh, pour revenir sur le point que tu as évoqué, donc en effet, donc l'illiquidité, c'est un des points majeurs. Donc c'est de la prise de participation en action. On n'est pas maître du temps en quelque sorte en étant en business angel. Donc on investit en seed, en pré-seed, etc. On met 20K sur la table et là par contre on va attendre 2 ans, 5 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans potentiellement sans savoir à l'avance quand est-ce qu'on va pouvoir sortir et à quelles conditions, quoi. Mais on maîtrise rien. C'est ça. En général, c'est entre 2 et 7 ans. Entre 2 et 7 ans, mais tu maîtrises rien. Après, tu as des nouvelles de la startup. Souvent, tu as un reporting mensuel ou trimestriel. Mm. Donc, tu as des nouvelles, mais ça te t'ouvre des portes. Ils se sentent redevables de toi, donc ils t'invitent à leurs événements. Donc, tu connectes plein de gens. Tu rencontres plein de gens dans l'immobilier aussi parce que tout est lié. Mais effectivement, il faut le dire, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas sortir. Moi, aujourd'hui, j'ai pas fait d'exit. Je suis pas sorti. J'ai commencé à investir en février 2023. Là, on est en fin novembre 2023. Je suis pas sorti. Donc, j'ai mis plus de 100 000 euros et je sais potentiellement, je peux tout perdre. Potentiellement. Donc, c'est bon. Tu vois, moi, j'ai toujours prôné la prudence avec mes parkings, etc. Là, j'ai eu envie. Je me suis dit, on n'a qu'une vie. Il faut accélérer, il faut aller fort, il faut prendre des risques aussi. Et je le sens. Tu sais, je fais tout au feeling. Et je l'ai senti. J'ai senti que je pouvais gagner de l'argent comme ça. Mais je l'ai fait pour gagner de l'argent. Je l'ai pas fait pour faire la star sur LinkedIn ou pour faire du réseau, du networking ou dire je suis le boss. Je l'ai fait pour gagner de l'argent. Mais oui, le risque, il faut dire les choses. Le risque, c'est que tu n'es pas maître de ton temps. Donc, les gens qui sont maniaques du contrôle, tu vois, il y a des gens parfois qui me contactent. Alors, tu es très démarché quand tu es un business angel, c'est horrible. Moi, je reçois entre 1 et 3 sollicitations par jour sur LinkedIn de quelqu'un qui veut que j'investisse dans sa startup. Donc, moi, je suis quelqu'un de très empathique et d'un peu naïf parfois. Je vois le bon côté des choses tout le temps, ce qui est aussi ma force. Et du coup, moi, j'acceptais les cafés. Et je suis devenu un expert en café. Café, je connais tout. Café virtuel, café réel, etc. Donc, au début, je me pointais à des cafés dans Paris. Et je me dis, ouais, la personne m'aime bien. Elle a écouté l'épisode avec Ismaël. Elle aime bien mon histoire de parking. Tu vois ce que les gens te valorisent. Et en fait, elle fait, ah ouais, au fait, j'ai un projet. Merde. Et en fait, tout le monde veut te vendre un truc. Quand tu es business angel et que tu communiques dessus, tu peux ne pas communiquer. Ouais, Et ouais. moi, je me suis dit, je mets 100 000. Heureusement que je communique. Parce que si je perds tout, j'aurais tout perdu, j'aurais même pas de réseau. Mais quand tu communiques dessus, tu es overbooké. Donc, en termes de charge mentale, c'est balèze. Heureusement que je suis plus salarié. Là, j'aurais pété, j'aurais fait un burn-out. Est-ce que tu t'investis dans les boîtes dans lesquelles tu es investi? Parce que c'est pareil, on entend soit des fois des prises de participation et c'est du total passif sur la gestion, sur la gouvernance, ou alors à l'inverse, les personnes peuvent peut-être être enclins à demander d'une part des fonds, comme tu le dis, mais également du temps, des compétences, etc. Est-ce que toi, à titre perso, tu investis? Oui, c'est un point très important et très valorisant d'être investisseur. C'est que ce qu'on appelle la smart money, Mm. l'argent intelligent. La smart money, c'est qu'est-ce que toi, tu peux apporter. Et souvent, les entrepreneurs, quand ils ont un beau projet, alors quand ils ont un projet pourri, ils prennent tout le monde. Mais quand ils ont un beau projet, ils sont très sélectifs. Et ils prennent vraiment les gens les plus pertinents. Parce que quand tu as un top projet, que tout le monde en parle, que ça fait du bruit, etc., les 20 000 d'Alexandre, mais qui est Alexandre? On s'en fout. Donc, ils veulent savoir qui tu es. Ouais. Du coup, il faut aussi que tu les dragues et que tu les séduises. C'est vraiment une rencontre. Et du coup, tu peux les aider. Moi, ils aiment mon parcours parce que j'ai été commercial pendant 12 ans et j'ai la double compétence commercial-marketing. Yes. Souvent, tu as le commercial pur, tu vois, qui est un très bon vendeur, le sales, très commercial. Le sales pur, mais il n'est pas forcément bien dans la partie marketing. Et tu as souvent le marketeur qui est dans son bureau, très théorique, très branché, etc. Mais il a peur de décrocher son téléphone.
à froid. Il fait pas de call, tu vois. Ouais, 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 Moi, ouais. j'ai fait les deux parce que j'ai commencé commercial dans une agence de web marketing en 2012, 2011, 2013. Yes. Donc, j'ai cette double compétence et ils adorent ça parce que souvent, les gens qui montent des startups, ce sont des ingénieurs que je ne suis pas du tout, qui sont très bons en tech, qui sont Ouais, très, ouais, très, ouais. très bons en tech. En France, pays d'ingénieurs number one, un des 13 ingénieurs en France, beaucoup plus que Sales. N'oublions pas, les amis, qu'il y a 10-15 ans, commercial, c'était voie de garage hein, à l'école. Hein, c'était pas l'excellence, hein, faut pas Mm. oublier. Donc, du coup, ils sont très ingénieurs, très tech, et il leur manque souvent, pas tout le temps, il leur manque souvent quelqu'un qui soit un peu à l'américaine, qui décroche le téléphone, qui les aide, qui soit un peu. Il leur manque un Bernard Tapie, tu vois, dans le Yes. comportement. Et moi, je leur apporte un peu cette fougue. Et puis après, la partie IMO aussi, souvent il y a des problématiques d'immobilier, je peux les connecter, etc. Donc ils aiment bien mon parcours, ils aiment bien mon profil, le côté franc-parler, direct, et ça les rassure, ou pas, hein, parfois ça ne matche pas. Mais pour répondre à ton point, oui, il faut plaire à l'entrepreneur, il faut que ça fit. Et si le feeling ne se fait pas, il ne faut surtout pas y aller parce que ça va pas être agréable. Yes. Mais donc oui, je m'implique, pas tout le temps. Alors, c'est pas une implication opérationnelle. Il faut aussi mettre le curseur au bon endroit. Moi, ça m'est arrivé de me gourer. Hein. À un moment, j'ai failli entreprendre dans une startup. Il y a eu un malentendu. À un moment, ils m'ont dit oui, tu peux aller tracter. Oula, je ne suis pas tracté, moi. Je suis désolé, j'ai 37 balais, t'en as 20. J'ai plein de trucs à gérer. Non, il y a un malentendu. Donc, il faut aussi bien définir au départ quels sont les rôles de chacun. Mais normalement, quand tu es en petit invest, tu mets des petits tickets à 1% de la boîte, voire moins. Moi, c'est mon cas. Mm. Hein. Mm, mm, Et mm, du mm. coup, on va pas te demander d'aller sur le terrain. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ça, on te le demandera euh, si tu es associé fondateur. Mm, Si mm, tu mm. prends des parts, genre 20% associé fondateur, là, on va te demander de bosser. Mais si c'est dans le cadre d'une levée de fonds et que tu as 0,8% de la boîte, on te demandera rien d'opérationnel. Ouais, ça paraît logique, ouais, en fonction forcément de Ouais, la répartition du poids et à l'inverse, la personne qui n'a que 1% n'a peut-être pas envie de donner 50%, 20%, c'est 30% de ça. son temps non plus pour le Sauf développement si du elle truc. arrive à facturer en consulting, mais c'est très compliqué. Voilà, ouais, ouais, C'est ouais, très ouais, ouais. compliqué. Ouais, ouais, donc là, c'est libre recours entre déjà bon, la prise de participation, le fit entre l'investisseur et les fondateurs, et également l'envie de chacun, quoi, simplement. Ouais. Donc on peut, en conclusion, je pense qu'on peut être investisseur purement, strictement financier, juste mettre les ronds sur la table, Ouais, ou alors on peut être investisseur, en effet, ramener de l'argent, mais en même temps s'impliquer et donner un petit coup de pouce, créer du réseau, mettre en connexion, etc., et participer à sa manière, tu peux faire les le deux. petit colibri. Ouais, ouais, ouais. Ouais, Ismaël, tu peux les deux. Et c'est super intéressant parce que t'imagines, t'investis dans une boîte, tu vas prendre un café de temps en temps. Alors ça prend du temps, il faut avoir le temps, mais si tu as un peu de temps, tu vois leurs difficultés. Enfin, toi, t'apprends. Et C'est t'apprends, ouais, c'est- ouais, ouais. c'est une école de commerce à chaque startup, quoi. Et Yes, moi, yes. intellectuellement, j'ai voulu faire ça parce que je me suis dit, l'IMO pur, c'est très redondant, sauf ton Mm, mm. locataire et tout. Et là, t'es avec des gens différents de toi et ça rebondit, c'est un peu boule de flipper quoi. Et intellectuellement, c'est passionnant. Yes. Donc là, on est bien sur de la prise de participation en action, voire en part sociale, en fonction de la nature de la société, mais on n'est pas sur de la dette obligataire. Non, On n'est pas sur de l'obligation. Parce qu'on voit peut-être de plus en plus de levées qui se font avec de l'obligation, mais c'est pas tout à fait des levées. C'est avec un rendement en face associé qui est entre guillemets promis, peut-être plus safe, mais là c'est encore autre chose, quoi. ça n'a rien à voir. Là, y a une boîte qui se crée, un resto, tu montes un resto de. Qu'est-ce que t'aimes manger, toi? C'est quoi Oh punaise tout. Alors là, Ne mens pas. j'ai été de bonne éducation, mais ah babe, tu me mets de la cuisine. Là, on est la période hivernale, de la cuisine savoyarde, je me régale. Mais tu me mets de la cuisine Magnifique. antillaise, du rougail, etc. Tu me Rougail. régales. Attends, Rougail. J'ai un client comme ça. Allez. Parking. J'ai un locataire comme ça. Rougail. Trop fort. Bah, tu crées des food trucks de rougail, rougail saucisse, un nouveau concept. Bah voilà, tu as besoin d'1 million d'euros pour acheter plein de camions, trouver un dev qui va te faire l'app, super site, super truc. Et bah du coup, moi je vais investir 15 000 dans ta boîte. Donc soit je le fais en moi en perso, ou soit je le fais à travers ma société. Et sur la Mm. table de capitalisation, sur le contrat, en fait, avec
tous les associés, il y aura marqué ma boîte ou alors moi. Et après, tu n'as pas enfin, tu n'as pas de dividende, t'as pas de rendement promis, mais tu fais partie Mhm. de l'aventure. Donc, c'est hyper intéressant. Tu fais partie de l'aventure, tu les aides, tu repartages sur les réseaux quand ils font de la presse, et puis tu les pousses, tu les motives. C'est comme du sport. Franchement, c'est du sport, hein. Et Mhm. l'objectif, c'est que, bah, à un moment, Ismaël, le fondateur du food truck Rougail Saucisse, il puisse se faire racheter par un gros acteur, il puisse refaire une levée de fonds. Et puis après, tu sors et puis tes 10 000 que tu as investis deviennent, espérons-le, 40 000 par exemple. Et puis là, Mhm. tu auras vécu une aventure passionnante, tu auras gagné de l'argent, etc. Donc, c'est vraiment, c'est la Champions League, quoi. C'est une équipe de foot. En fait, quand tu es BA, tu es un coach, en fait. Tu es un coach, tu gueules sur tes équipes. Enfin, tu les gueules pas réellement, heureusement. Sinon, ils vont péter un plomb. Mais tu les supportes, tu les Yes. soutiens. Tu es un peu le parrain, le grand frère. Ah ouais, Voilà. t'es vraiment partie prenante, hein. T'es pas, T'es voilà, partie sur le. prenante. Ouais, 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 C'est ouais. pas que de la finance pure. Mhm. Attention, c'est pas que parce que ceux qui font de la finance pure, ils ont peur parce que c'est des risques quand tu es early stage comme ça. Donc Mhm. c'est pas de la finance pure froide, c'est de l'humain. C'est tu reçois les chiffres, il y a des appels, parfois ils te disent viens prendre un café dans les bureaux. Donc c'est beaucoup d'empathie, c'est beaucoup d'humain. C'est pas du tout de l'Excel pur, hein. Mhm. Mhm. Attention, attention, attention. Si vous êtes des purs financiers, en général, les purs financiers vont plutôt sur le private equity, mais bien après. Après, par Ouais. exemple, l'introduction en bourse, euh, ils vont Mhm. pas le début. En fait, tu mises sur quoi, Ismaël? Tu mises sur l'humain. T'as pas vraiment de business plan. Bon, je te donne un exemple. J'ai investi dans un resto marocain, une chaîne de resto marocaine. Parce que les restos Yes. marocains, j'adore ça. Mais parfois c'est un peu vieillot. Tu sais, c'est Ouais, pas, ouais, c'est ouais. pas, c'est pas marketing, tu vois. Et là, je vais dans mon réseau, je suis dans un club de business angel qui est super bien. On a tous nos âges, tu vois, 30, 40. Puis on boit une petite bière, on rigole, c'est sympa, etc. Et je vois deux mecs et on discute, on sympathise super bien. Ils me disent, ah, je vous montre un truc, j'ai fait un resto de ramen, là, je veux faire un truc. Viens sur le chantier. Et les mecs, c'est des mecs du terrain, tu vois. Ils sont avec les gars, ça casse des murs, ça, tu vois. Viens sur le chantier. J'arrive sur le chantier, boum, je les vois, les mecs au taquet, bah. Ils font des travaux et tout. Et il n'y a pas de business plan. Et il me dit, Alex, nous, c'est une aventure humaine. C'est-à-dire que si toi, tu as besoin d'investir, mais comme 80% des gens en France, hein, les Mhm. gens, ils vont, Mhm. ils vont jamais lâcher 15K s'ils n'ont pas un super business plan, et bah, tu seras jamais business angel. Les gens seront jamais business angel. Parce que moi, je suis arrivé, je suis pas milliardaire, hein. Je suis arrivé, j'ai posé mes tripes et j'ai dit, OK, les gars, 15, je tape dans le dos, hein. Mais réel, c'est un film, c'est la vérité si je mens. Je mets 15K. Ok, je vous fais confiance. Tu sais quoi, je leur fais confiance? C'est parce que j'ai senti que c'était des bonnes personnes, des bons gars. Yes. Gros marché, ils m'ont montré les plans, ils m'ont montré le marketing, ils m'ont montré le site qu'ils ont fait. Je les ai regardés dans les yeux et c'est comme dans les années 50, hein. J'aurais dit, OK, les gars, on y va. Et il faut être conscient de ça. Tu as beaucoup de gens qui sont pas câblés pour faire Mhm. ça. Qui Mhm. sont pas câblés. Mhm. C'est pas possible. J'ai pas les Excel, j'ai pas les BP, je peux pas. Et fine, je critique pas. Mais ça correspond à un type de personnalité. Ouais, on est au début de l'aventure, il n'y a pas 2, 3, 4, 5 Y a bilans, il n'y a pas rien. tous les chiffres. Parfois, la boîte, elle est même pas créée, Ismaël. La boîte, elle est même pas créée. Comment tu fais justement le sourcing des plans? Parce que donc là, c'est tout bien, on a compris le concept, etc. Donc maintenant, ouais, voilà, moi je suis investisseur, j'ai un peu de liquidité, pourquoi pas mettre diversifié, mettre quelques billes à droite à gauche comme ça dans des boîtes. On a compris les valeurs humaines, d'accompagner projet, etc. Comment on source les deals? On en voit passer un petit peu, comme tu dis, sur les réseaux. Ça se passe comment dans les couloirs? C'est le réseau? Ou alors sur les plateformes un petit peu type plateforme crowdfunding ou de club deal, etc., qu'on peut avoir, qui se démocratisent un petit peu. Euh, Comment on source des deals? Mhm. C'est une très bonne question. Déjà, méfiez-vous, soyez méfiants. Déjà. Oui, j'ai un enthousiasme, l'impression que je saute dans le lac à poil et tout, mais non. En réalité, je fais très gaffe. Donc, il y a deux niveaux quand même. Euh, Moi, je quitte mon boulot, j'ai le bouquin sort, je me dis qu'est-ce que je vais faire vu que je suis un peu hyperactif, j'ai besoin de bosser tout le temps, je suis un grand bosseur. Je tape sur internet, club de business angel. Après avoir regardé qui va être mon associé, tu sais, avec
avec les Simoncini, les Bourbons, etc. Sur M6, je sais plus quoi. Ouais, M6, Je me machin. dis, mais moi, je vais être comme eux. Je tape Club de Business Angel, je tombe sur un réseau à Paris, super bien, super site et tout. Je connaissais personne, zéro intro, zéro pote là-bas, rien. Moi, mes potes, ils avaient pas de thunes. Et j'envoie un message. Je dis voilà, bonjour, en bon commercial que j'étais, que je suis toujours. Hein. Bonjour, machin, lien de mon bouquin, un ou deux podcasts. Ça se trouve, j'avais envoyé notre podcast, tu vois. Bam, 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 bam. Bouteille à la mer. Salut Alexandre. Franchement, hyper intéressant ton parcours. Viens, on s'appelle. Ok. Le mec me tutoie direct. Ça se tutoie beaucoup dans la Startup Nation. Il m'appelle, le mec plus jeune que moi, plus jeune que nous. Le mec, il a 27 ans. 27 ans. Ah, super intéressant, viens nous voir, nanana. Je vais les voir. Feeling, ça passe. Ok, tu rentres dans le club. Et là, tous les mois, j'y vais. Il y a un buffet. Toi qui aimes bien la bouffe, il y a en fait les startups un peu food qui viennent souvent sponsoriser l'événement. Donc, Hmm. on va avoir une super boulangerie qui va nous présenter des trucs. On a de la charcuterie corse. On a des bons vins, des bonnes bières, des cidres, des choses comme ça. Donc, c'est hyper, hyper convivial. Yes. Et du coup, on se rencontre entre nous. En fait, on crée vraiment un club. Comme toi, tu fais aussi autour de ton podcast avec ta communauté. Yes. Et c'est là où tu crées des liens. Donc moi, j'adore l'humain et j'adore le fait de créer des clubs. Donc on peut trouver des clubs de Business Angel dans beaucoup de villes. Yes. Il suffit de regarder. Alors parfois, il y a des clubs qui sont un peu l'ancienne école, un peu des gens un peu retraités d'un certain âge, etc. Mais moi, étant à Paris, j'ai la chance d'avoir plusieurs clubs et c'est vrai que j'en ai répertorié un ou deux où je me sens très très bien, où les gens sont pas prétentieux, sont très humbles, c'est des gens normaux, hein, c'est pas des multimillionnaires ou des milliardaires plutôt, et c'est hyper sympa. Après, méfiez-vous de tout ce que vous recevez sur LinkedIn. Parce qu'en général, quand les gens sont trop pushy à trop insister, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ouais, C'est jamais un bon signe. Moi, les boîtes dans lesquelles j'ai investi, c'est plutôt moi qui ai dû les pitcher. En fait, ils ont inversé les rôles. C'est moi qui ai dû les convaincre d'avoir l'opportunité de mettre de l'argent. Ah, je mets 20 000. Oui, mais qui es-tu, Alexandre? Ah, non, 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 non. Ok, go. Donc, si quelqu'un vous réclame de l'argent, vous dit voilà, investis, 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 c'est comme ceux qui me harcèlent sur LinkedIn. J'ai pas du tout envie de prendre un café virtuel avec eux. Bon, bref, de trouver des synergies, comme ils disent. Donc, faites attention à ça. Trouvez des clubs. Dans vos vies, il y en a peut-être. Tapez sur Internet. Et après, pour compléter ton point, il y a aussi des sites Internet maintenant, tu vois, qui existent, des nouveaux, des club deals, etc., qui vulgarisent. Alors ça, c'est encore autre chose. Ça, c'est vraiment très débutant et c'est pour mettre des petits tickets. Parce qu'on n'a pas parlé encore du ticket, peut-être que je vais me poser la question après. Mais il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau Business Angel où tu mets des tickets plus importants, mais tu es en direct dans la boîte. Yes. Et il y a aussi des club deals, comme on entend parler parfois avec des créateurs de contenu, etc., où là, tu investis dans une société qui elle-même va investir dans la société. Donc, c'est différent. Je peux développer si tu veux. Ouais, on va développer, donc, mais pour synthétiser, ouais, pour trouver les deals, d'être curieux, d'être à l'écoute sur les réseaux, sur les trucs, mais en faisant la part des choses. Attention aux vendeurs de rêves, aux trucs trop pushy. Et rencontrer puis, les gens et physiquement. sinon, rencontrer les gens physiquement, d'être curieux. Et puis, une façon très simple, c'est comme toi, c'est d'aller voir à l'image d'une association, d'un club de foot, d'un truc, et c'est de pousser les portes et de rentrer dans des clubs deals, etc. Tout simplement, ouais. Ouais. En effet, tu dis un point très très intéressant. Il y a plusieurs stades. Donc, soit être investisseur en direct dans la boîte. Donc ça nécessite en effet des tickets un peu plus importants en fonction de la levée et de la valorisation. Oui. Donc 5, 10, 15, 20K, 50K, 100K, hein, des fois même pour certaines. Ouais, exactement ça. Ou alors via des club deals, etc. en ligne maintenant qui se démocratisent de plus en plus, où c'est de l'investissement dit fractionné un petit peu à partir de 50, 100, 200, 500 euros, 1000 euros, on peut rentrer. Mais là, c'est un regroupement de personnes qui font un pool d'investisseurs, qui créent une société qui, elle, investit au sein de la société qui lève les fonds, la startup qui lève les fonds. C'est exactement ça. J'ai plus besoin de répondre. C'est exactement ça. C'est soit vous êtes investisseur, ce qu'on appelle un business angel. Un business angel, c'est un peu différent d'un investisseur, par exemple, sur un Blast Club ou autre. Ouais, voilà. Ouais. Quand tu es business angel, tu mets des tickets plus importants, qui sont en moyenne de 10, 15 000, voire plus.
Mmh. Parfois, quand il y a un super feeling, avec la startup qui te veulent vraiment parce que tu vas avoir une compétence tech ou marketing qu'ils n'ont pas, tu vas vraiment les aider concrètement Ouais, sur un ouais, point, ouais, ils vont peut-être te dire: «Allez 5 c'est bon». Mais ouais. moins de 5 tu oublies la plupart du temps. C'est minimum. Mmh. Donc ça va être 5, 10, 15, 20 et parfois plus. Mmh. Parfois, tu as des start-upers qui te disent: «Voilà, tu veux moi invest, je lève 1 million pour Mmh. pas avoir 2000 personnes dans la cap table, dans la table de capitalisation. Moi, Mmh. c'est 50 le ticket moyen». Le ticket mini, pardon, c'est 50. Donc 50, ça fait mal, quoi. Faut vraiment avoir les reins solides. Donc parfois, pour pallier à ça, ils vont créer ce qu'on appelle un SPV. C'est un véhicule financier, un véhicule d'investissement. C'est une société, en fait, un SPV, c'est une entreprise qui va Ouais. être une espèce de société qui va être entre l'investissement dans la startup et toi. Donc en fait, si, je te donne un exemple, si la boîte dit, moi c'est 50 minimum, bah tu vas avoir Monsieur Dupont qui a beaucoup d'argent. Ah, ok, il met 50. Toi, 50, c'est chaud. Toi, tu peux mettre 10. 10, c'est ton max, max, max. Yes. Bah, tu vas trouver 5 personnes qui peuvent mettre 10 pour faire 50. Vous allez créer le SPV La Bonne Fortune. Et dans le SPV La Bonne Fortune, cette entreprise, cette SASU, cette SAS, pardon, pas SASU, parce qu'il y a plusieurs actionnaires. Donc, cette SAS, chacun mettra 10. Toi, tu mets Yes. 10, moi, je mets 10, on met tous 10. Yes. Et du coup, on sera une entité représentée dans la table, etc. Donc, ça, c'est Business Angel. Après, tu as un stade inférieur qui est très à la mode en ce moment. On entend parler de plein de Mmh. boîtes qui vous proposent ça. Faites super gaffe aux frais. Parce que souvent, il Ouais, y a ouais, gold, silver, premium, machin. Attention aux frais. ouais, En ouais, fait, ouais. ce sont des club deals. Il faut faire très gaffe aux frais, hein. Souvent, c'est des club deals. En fait, c'est un gros business angel, souvent qui target des boîtes et il va dire, bah tiens, il y a une levée de 1 million. Moi, je mets 100 000 perso. Et puis, Mmh. je vais ouvrir, on va créer un club deal. C'est toujours un SPV, hein, le véhicule. Mmh. Et il va faire venir plein d'investes à qui il prend des frais en disant, bah voilà, il y a gold, silver, nanana. Donc, il va déjà gagner de l'argent avec ça. Ouais, Et ouais, ouais. ensuite, il va pouvoir fractionner, il va pouvoir être grand public parce qu'en fait, il va fractionner et tu vas pouvoir mettre, je sais pas, 10 euros, 500, 1000 euros, etc. Donc, lui, son intérêt, en étant hyper grand public, c'est d'attirer les gens, d'attirer du buzz. Par contre, il va facturer des frais, donc il y en a plein qui gagnent de l'argent, surtout avec cette partie-là de business. Donc, tout dépend combien vous pouvez mettre, mais Mmh. ne vous considérez pas business angel si vous mettez 300 euros dans un SPV qui va lui-même investir dans une boîte, etc. Business angel, c'est quand vous êtes en direct avec la société. SPV aussi, c'est possible. Mais c'est un vrai ticket. Alors moi, tu vois, quand ma société holding a mis 15 000 dans ce resto marocain, bah, je suis un business angel. C'est-à-dire que quand je revois le juridique de la société, il y a des très gros noms, ouais, patron France de telle enseigne, nanana, et puis il y a ma boîte à moi, tu vois. Et là, je me redis, putain, il y a 1 an et demi, j'étais encore salarié dans ma Golf, dans mon Golf 7, etc. Tu vois, c'est drôle. Je me dis, j'ai fait du chemin. Mais confondez pas les choses. Il y a plusieurs timelines. Il y a le business angel, le BA, et Yes, puis il yes. y a le petit investisseur qui met 300 euros. Mais on peut commencer comme ça. Mais le meilleur conseil que je vous donnerais, si vous voulez commencer petit en mettant du fractionné, checkez bien le juridique et regardez bien à quel moment vous payez. Souvent, on paye au départ pour Ouais. l'abonnement. Il y a aussi, on peut payer à la fin ce qu'on appelle le carried interest, c'est-à-dire s'il y a une performance, une plus-value, souvent l'entreprise va prélever aussi un pourcentage. Donc souvent, vous payez au début et vous payez à la sortie. Faites super gaffe. Ouais, il y a même des club deals où il y a un abonnement, et cetera, annuel, et cetera. Donc tu Voilà. payes à l'entrée, tu payes l'abonnement le long de la vie du deal et Et tu tu payes en payes à la plus à la sortie. Donc sortie, faites ouais, ouais, gaffe. ouais. S'il y a de la performance, oui. Et il n'y a pas de Donc réseau. Et l'inconvénient aussi de ce point-là, c'est que vous n'êtes pas en contact souvent avec la startup elle-même. La startup, vous ne connaissez pas, hein. Vous mmh. mettez 200 balles dans une boîte via un réseau. La startup, vous ne pouvez pas toc toc, je prends un café chez vous. Mais t'es qui, toi? Alors que si vous mettez 5 ou 10 000, il faut pouvoir le faire, hein. Mais si vous mettez 5 ou 10 000 en direct dans une société, vous êtes respecté. Ah, Alexandre, viens, prends un café, je te présente un tel. Vous êtes un vrai business angel avec de l'humain, etc. C'est différent, hein. Le fonctionnement est quasiment similaire, hormis les frais, et cetera, mais par contre l'approche, la philosophie est tout autre. Pour le coup, on comprend bien, Tout ouais. autre. Ouais, 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 ouais.
tu conseillerais quoi ou qu'est-ce que tu fais toi à titre personnel, si tu veux bien dire, sur la répartition du capital? Je sens que j'ai un peu de patrimoine immobilier qui travaille, et cetera. Qu'est-ce que tu pourrais, peut-être conseiller une répartition? Je sais qu'il y a rien de magique, il y a pas de conseils ici, on donne pas de conseils en investissement, et cetera, mais à titre d'exemple, est-ce que toi tu as une répartition particulière? Moi, j'ai pas de répartition particulière, je l'ai fait au feeling. Ce que je conseillerais, c'est du bon sens, c'est faites de l'IMO et si vous avez de l'IMO à cash flow, que vous gagnez de l'argent avec l'IMO et que c'est rentable l'IMO, investissez une toute petite part de ce que vous avez, une petite part, pas forcément toute petite, mais une part et si vous la perdez, vous allez pas pleurer. Ça va Mmh pas vous mh. mettre en difficulté. C'est-à-dire, je te donne un Mmh. exemple. Imagine, tu as de l'IMO, ça tourne, tu es content, tu as tes business, ça tourne. Tu as vendu un bien, tu as fait une opération de marchand de biens. Bon, bref, tu as, je sais pas, il y a 100 000 en banque chez toi. Tu as 100 000 en banque et tu te dis, bon, il y a 100 000 en banque, j'ai pas envie de racheter un appart, les travaux, les trucs, c'est chiant. J'ai pas envie non plus d'acheter un parking pour aller chercher 80 euros. Je sais pas quoi faire. J'ai pas envie d'acheter une bagnole. Je, je, je sais pas quoi faire, j'ai peur. L'inflation, le truc, je sais pas quoi faire. Tu peux très bien rejoindre un club de business angel et puis prendre 30 000 et tu te dis, si je perds ces 30 000, bah, il me restera 70. Franchement, ça va être hyper chiant. Je vais courir à 3 marathons tellement je vais être en colère, mais je vais pas mettre en péril ma famille. Mmh. Et par contre, tu essaies d'investir dans 3 entreprises. Tu prends 30 et tu investis dans 3 entreprises. Ce qui est très important, c'est de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Jamais il faut faire all-in dans une boîte. Jamais. En mettant trop d'affect. Tu vois, en disant oh, c'est la boîte de mon beau-frère. Mmh. Surtout, mettez pas d'affect. Alors, c'est un peu contradictoire avec ce que je vous dis parce que forcément, il y a de l'affect, c'est le départ et tout. Mais moi, par exemple, j'ai investi entre 10 et 15 boîtes Mmh cette année. mh. Entre 10 et 15. J'ai mis quand même un peu d'argent, mais j'ai pas tout mis dans une boîte. Sinon, je serais mort d'inquiétude. T'imagines? Ouais, ouais, Tu mets ouais. plus de 100, entre 100 et 150 000, comme c'est ce que j'ai mis, 100 et 150 000 dans une seule boîte. Alors, sur un coup de poker, tu peux péter le score, mais le Ouais. stress, c'est. Donc, moi, j'ai diversifié. Donc, sur mes 15 invests, par exemple, bah, tu en as quelques boîtes, malheureusement, qui vont mourir. Tu as quelques boîtes qui vont vivoter, tu as des boîtes qui vont performer et j'espère d'avoir deux trois boîtes qui vont surperformer. En général, on conseille au moins d'investir dans 10 startups. Alors pas la première année, bien entendu, moi j'y suis allé fort, mais à terme, si vous vous intéressez Mmh à ça, mh, essayez mmh d'investir mh, mmh. petit ticket dans plein de startups parce qu'en plus vous allez apprendre, vous allez Mmh. comprendre, dire: Là j'ai perdu, ah j'aurais dû mieux écouter ça». Heu, Parce qu'au début, on est nul dans l'analyse, hein. Mmh On est nul parce mh, que mmh mh. private equity, de mon côté, c'est, il y a pas de conseil quelqu'un qui va t'aider et cetera. Faites-vous accompagner, essayez d'avoir un mentor. Si vous êtes dans un club d'investissement, essayez d'avoir des gens très bons. Moi, j'étais hyper nul en juridique, je savais pas lire les contrats que je recevais. Mmh mh. Bah, je suis allé dans mon club de business angel et j'ai rencontré un mec à 25 ans qui est hyper sympa, hyper brillant et je lui dis: «Bah, explique-moi ça, je comprends pas cette clause, je comprends pas ça». Yes. Et il m'a expliqué, il m'a expliqué, il m'a expliqué. À un moment, j'ai voulu payer des avocats, ils m'ont envoyé des devis, j'étais mort, j'étais pendu. J'ai dit: «On arrête». Donc j'ai saigné YouTube, j'ai regardé tous les tutos, les machins. Mais allez-y mollo. En fait, reprenez la méthode que vous avez fait dans l'IMO et vous l'appliquez à ce stade. N'y allez pas en mode, la star et cetera. Donc petit et on diversifie. Ouais, donc diversification, voilà, une allocation, toujours pareil, une allocation de son cash, et cetera, en fonction de ses objectifs. En plus, en prenant conscience, de l'illiquidité et du côté un petit peu moyen long-termiste de la chose aussi. Donc, parce que comme tu dis, demain, on a tous notre bagnole qui va tomber en panne dans les 5 prochaines ou 10 prochaines années. Donc, il y aura une bagnole à changer, une chaudière si on fait de l'investissement immobilier, et cetera. Donc, des enfants, on aura tous des besoins, on a tous des besoins de rentrée de cash ponctuels qui sont, entre guillemets, dits imprévus, en tout cas qui sont pas forcément dans notre ligne d'horizon. Et donc, on doit être à l'aise aussi avec ça. D'un point de vue de la fiscalité aussi, euh, moi, j'aime bien, à chaque fois, je prends l'exemple, je sais pas si tu vois derrière moi, j'ai le livre de Ray Dalio, Principle, Tu sais que je l'ai pas encore lu. Je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu. et Faut que j'ai je le lu une lise. partie pour tout te dire, et pas en entier, en plus c'est en anglais. Je me fais violence, mais ça me permet aussi de développer, voilà, tout doucement cette compétence. Mais j'aime bien ce côté de diversification pour plusieurs aspects, en termes de risque, en termes de performance, en termes de liquidité, en termes d'horizon de temps, en termes de fiscalité.
et sur tous ces leviers, le fait d'être investi sur différents véhicules d'investissement, différentes classes d'actifs également, ben, le jour où j'ai un besoin, je sais que, bah, tiens, aujourd'hui, bim, les cryptos, elles ont explosé, tac, tac, c'est le bon moment pour en sortir, pourquoi pas. Là, j'ai un besoin, je tape dans le portefeuille crypto. Ou à l'inverse, tiens, c'est pas le bon moment, c'est le range, etc. J'attends parce que je suis convaincu, c'est une question de conviction que ça va péter la prochaine année, etc. Faut que je garde ça. Ben, tiens, bim, je vais taper dans le PEA qui a plus de 5 ans parce que je sais que j'ai une fiscalité douce, que mes affaires, elles ont pris, etc. etc. Ou alors, bah, tiens, là, c'est le moment d'arbitrer l'immobilier. Bon, ça se fait pas comme ça, il faut 3 mois, le temps de la vente, etc. Ben, j'anticipe. Et le fait d'avoir ces différentes poches, ces différentes allocations, j'aime bien aussi. Donc, c'est aussi un conseil de bon sens, de diversification pour le risque, mais pas que pour tout ce que j'ai évoqué. Est-ce que tu vois d'autres points intéressants? Je pense qu'il faut avoir une vision. Il faut poser sur un papier, un stylo. Il faut avoir une vision un peu globale de votre ambition Hum, en hum, disant bah, j'ai de l'IMO, j'ai un peu de crypto, hum, hum, je vais faire un peu de start-up. Euh, mais il faut vraiment voir clair. Le hum, risque, le hum, danger en fait de l'investissement dans les start-up, hum, hum, c'est de se laisser griser. C'est un peu la start-up, c'est comme si tu achetais une super bagnole hyper puissante et que tu t'appuies à fond. Et tu te fais, tu vas en tôle parce que tu t'es à 300, tu vois. hum, 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 hum. Moi, je te dis, franchement, j'y suis allé, j'ai été pris par le truc. C'est-à-dire que, alors, j'ai pas trop investi, ça va, mais tout le temps, tu as des gens qui te recontactent, tu vois, ça fait boule de neige. Et tu as tout le temps des projets hyper intéressants. Et tu dis, ah bah, oh là là, je peux pas rater ça, faut que je remette 5. Et puis après, tu as ton compte. Et à un moment, tu es obligé de dire stop. Et maintenant, je réponds même plus quasiment aux gens. Sur LinkedIn, je réponds plus. Genre, je réponds, je suis pas staffé en interne pour vous répondre. Ouais, et Ce puis qui est la dans la vérité. com, souvent, il y a beaucoup de côté FOMO qui est mis en avant. Tiens, c'est maintenant, les levées de fonds sont sur une durée assez courte, souvent, un mois, enfin 2 semaines, 3 semaines, un mois, c'est assez court, c'est le moment, c'est le moment. Il y a le marketing qui est derrière pour pousser le projet, potentiellement. Et donc, le côté FOMO chez l'investisseur. C'est vrai ce que tu dis, il y a le côté, il y a le côté FOMO, scarcity, etc. On n'a pas le temps, c'est maintenant ou jamais. Mais tu as envie de leur dire, les amis, ton urgence n'est pas la mienne. Ne confond pas. Et du coup, il faut savoir un truc. Moi, j'ai beaucoup travaillé, hein, j'étais dur. C'est savoir dire non. Moi, je suis quelqu'un de profondément gentil et profondément empathique. Donc, si tu me racontes, si tu es bon dans l'accroche, de nature, je te prends au tel, je te vois. De nature. Maintenant, je le fais plus parce que je suis pas maso. Mais il faut savoir dire non. Et il faut faire très attention à ça, de ne pas se laisser embarquer, alors que c'est plus difficile de se faire embarquer. L'avantage de l'IMO, par rapport aux startups, c'est intéressant de comparer les deux, c'est que l'IMO, le fait que ce soit hyper long, d'aller chez le notaire, que ça dure entre 2 et 3 mois en fonction de s'il y a un crédit ou pas, en fait, ça te calme. Tu vois ce que je veux dire? Yes. L'IMO, machin, le compromis, l'acte authentique, les machins, les trucs, c'est tellement long et chiant que ça te calme. La startup, ça t'excite. C'est comme les cryptos, la startup. C'est que pa. Et du coup, tu peux péter un plomb. Donc, on garde la tête froide. Vous avez un peu de sous. Prenez une somme. Si vous la perdez, c'est un peu comme si vous jouiez au loto, aux courses, etc. Si vous la perdez, vous pleurez pas. Essayez d'investir des toutes petites sommes. Moins de 5 000, hein, si vous pouvez, 2 000, 1 000, etc. Et vous le faites plusieurs fois. Et après, vous dites stop. Et vous regardez, vous apprenez, etc. Mais le risque, c'est de se laisser griser. Donc voilà, je dois être honnête, hein, avec tout le monde. Hein, ça peut être dangereux, mais en même temps, c'est un puits d'opportunité, quoi. Merci pour le partage de tout ça. On a fait un beau petit tour sur l'investissement, sur pourquoi le faire, comment le faire. On comprend bien les différentes notions, illiquidité, manque de contrôle potentiel, le temps long que j'apprécie aussi. C'est intéressant, le côté temps long, ça permet où on est sur peut-être une période où on appuie sur le bouton, on veut limite avoir le dividende, le revenu, le loyer qui tombe 2 jours après. Là, on est sur une autre dimension. Est-ce qu'il y a d'autres notions, une dernière notion qu'on n'aurait pas abordée ici, que tu souhaiterais partager sur le monde de l'investissement dans les startups? Non, c'est principalement ça. C'est long. C'est la rencontre entre un entrepreneur et un investisseur, le bon feeling. Yes. C'est risqué, il faut pas oublier. C'est passionnant. Ça peut vous faire apprendre beaucoup de choses. Yes. Et puis, vous pouvez aider aussi, parce que souvent, c'est des jeunes qui créent des startups. Donc, si vous avez un peu plus de maturité, vous pouvez les aider. Mais il faut faire attention. Ça t'ouvre des portes. C'est la cour des grands, en fait. Mm. Pour moi, c'est la cour des grands, vraiment, d'investir en tant que business angel.
Il y a encore quelques années, c'était réservé aux super riches. Maintenant, il y a des gens plus lambda qui peuvent le faire. Donc, c'est plutôt une opportunité. Culturellement, c'est pas OK en France. On est dans l'IMO en France, hein. Culturellement, c'est la résidence principale. C'est le bon père de famille. La France, c'est ça, hein, culturellement. Là, on est sur des notions beaucoup plus anglo-saxonnes, beaucoup plus, tu vois, tu parlais de Kiyosaki, de Ray Diallo, c'est plus américain, c'est anglo-saxon, c'est la prise de risque, etc. Nous, on est dans un pays très protectionniste, la résidence principale, etc. Donc, culturellement, en France, on n'est pas du tout là-dedans, hein. Après, les auditeurs de La Bonne Fortune ont une impétence comme toi. Bien entendu. Mais on part de loin. Ce que je veux dire, c'est qu'on part de loin sur la partie business angel et startup. C'est un truc qui devient tendance maintenant de plus en plus grâce à des émissions, etc. Donc c'est très bien. Yes, Et après, l'audience de La Bonne Fortune, ils sont très curieux par rapport à ça et c'est très bien. Donc moi, je peux que les encourager à s'y intéresser, yes. à se former. À quand Et voilà. un club, à quand ton club, Alexandre? Ou peut-être que tu en as un, je suis pas au courant, etc. Peut-être non, Non, moi, j'ai non. pas fait mon propre club, mais je fais partie de clubs. Tu vois, j'ai investi dans plusieurs clubs deals. Là, j'ai vraiment levé le pied des startups pour l'instant. Enfin, cette fin d'année, là, il faut refaire un peu de chiffre d'affaires. Mais peut-être un jour, hein, peut-être un jour. Et le business model, en 2 mots, tu vois, ça peut être intéressant, ça va donner des vocations. En fait, le business model d'un club deal, c'est de prendre ce qu'on appelle un carried interest, c'est-à-dire que tu montres un SPV, donc une société, tu fais investir des gens, et quand s'il y a une plus-value, tu prends un pourcentage en général, souvent c'est 10%. Donc, je te donne un exemple. Tu fais un club deal à 100 000 euros avec des invests, avec 100 invests à 1 000 euros, 100 000 euros. Si ton investissement, la valeur de départ devienne 1 million, toi tu prends 10%. Tu factures 10% à la performance. Ça s'appelle le carried interest. Il y en a beaucoup qui gagnent de l'argent comme ça. Yes. Donc ça, c'est la version la plus honnête parce que tu es à la perf. Et souvent, en cas de casse, si ça dépose, bah, tu as besoin de rémunérer ton temps. Tu prends aussi au début. Tu prends à l'entrée un petit fee et ensuite tu as un carried. Comme ça, si la boîte se casse la gueule, tu as quand même tes frais d'entrée qui te rémunèrent ton temps. Ouais. Donc c'est un bon business model, hein, Ouais. ce système-là d'un fonds d'investissement, hein. Et après aussi, un dernier point pour être vraiment complet dans l'épisode, tu peux investir dans un fonds d'investissement. Et là, tu es plus business angel, tu es limited partner, LP. Moi, j'ai investi, par exemple, à travers ma boîte, ma holding, dans un fonds d'investissement qui, lui, investit dans 4 sociétés. Là, tu es LP. Et souvent, c'est des tickets encore plus gros. Quand tu es LP, il faut mettre au moins 50, 100, etc. Bon, moi, j'ai mis moins, hein, parce que c'est un tout petit fonds pour les étudiants diplômés, très modestes, mais ils sont très bons. Je les ai vus hier, d'ailleurs. Donc là, tu es LPs. C'est encore un autre level et tu vas investir dans un fonds qui lui-même investit dans les startups. Et ça te permet de comprendre comment ça fonctionne, d'apprendre, parce qu'ils sont souvent meilleurs que toi, les gens, parce qu'ils analysent beaucoup mieux que toi, hein. Moi, je suis un commercial, hein. Je sors pas de centrale, hein. Et donc, soit tu fais en direct, ou soit tu fais dans un fonds. Franchement, c'est un milieu passionnant. Vous pouvez vous y intéresser. Je rêve un jour d'écrire un bouquin là-dessus. Je vais encore apprendre, parce que même si j'ai bien creusé le sujet, on peut encore apprendre. Mais c'est un sacré monde d'opportunités et qui est hyper intellectuel, hyper intéressant. Je vais te reposer la question que j'avais dû te poser il y a 2 ans et demi. On verra si ça a changé ou pas. J'irai réécouter ça juste après. Est-ce que tu as une philosophie de vie, une citation, un mantra que tu aimes soit te répéter à toi-même d'une façon générale, ou alors à partager autour de toi, tes proches, tes amis, les investisseurs ou autres? Je sais plus ce que je t'avais répondu à l'époque et j'en ai plusieurs. Yes. Et puis on J'ai évolue. plein de citations où on évolue. C'est vrai que quand on avait fait ce super épisode, c'était il y a 2 ans et demi. Bon, c'était il y a longtemps. Il y a plein de choses pour toi et pour moi qui ont bougé. Je suis content parce on est sur la bonne voie, toi et moi. À l'époque, c'était les petits pas. C'était un tiens, vaut mieux que Dieu tu l'auras. C'était d'avancer step by step. Et maintenant, j'ajouterais que on a une vie et je pense que c'est à toi personne la réalisera à ta place, quoi. Yes. Et de pas se comparer aux autres. C'est les 2 points. C'est t'as une vie, donc fais-la parce que c'est pas ton voisin qui va la faire et arrêtez de se comparer aux autres. Parce que souvent, moi-même, hein, franchement, je l'ai souffert de ça beaucoup. Quand on est plus jeune, maintenant on a 38 ans, tu vois, 37, 38 ans, bah
par peur du regard des autres, il y a plein de trucs que tu fais pas. Alors, que va penser ma cousine, mon oncle, ma Ouais, tante, mon père, ma mère, mon voisin, mon collègue, si yes. je fais ça, Ouais, si je ouais. lance un podcast, si j'investis dans une start-up, je vais être la risée, ça va parler sur moi, tu vois. Ça va Mmh. parler au téléphone. Mmh, mmh, Et mmh. tu fais pas. Mmh, Donc, mmh. en fait, moi, le conseil que je donnerais, c'est ça, c'est de me dire, euh, fais ce que tu as à faire. Et il n'y a pas que des gens bienveillants. Il faut bien s'entourer. Et parfois, tu as des gens qui, par frustration, vont pas vouloir que tu t'élèves. Mmh. Et du coup, vont essayer de te casser un peu dans l'œuf. Mmh, mmh, Et donc, mmh. c'est important de comprendre que tu as une seule vie, que tu es aux manettes. Mmh, mmh. C'est pour ça que j'ai quitté le salariat. Tu dois être aux manettes de ta vie. Et j'ai écouté une conférence hier hyper intéressante d'un mec qui disait en fait, quand tu es salarié, tu représentes une marge pour l'entreprise et récupère ta marge, en fait. Mmh, mmh. Tu vois ce que je veux dire? C'est que toi, tu es salarié, tu crois que c'est bien pour toi, mais en fait, toi, tu es une marge pour l'entreprise. C'est du business pour l'entreprise, c'est une marge. Cette marge-là, récupère-la et sois aux commandes de ta vie, Mmh, sois aux mmh. manettes. Mmh, mmh, mmh. Et c'est la plus belle chose importante, même même s'il y a 1000 euros qui rentrent tous les mois seulement et que tu vas aller vivre dans la Nièvre ou dans le Morvan modestement à manger des poireaux et tout, sois aux manettes de ta vie. Ça vaut tous les trucs. Et franchement, hier, je faisais du sport, tu vois, avec un copain. Et il était trader à Londres. Il devait très Yes. bien gagner sa vie. Il m'a dit, j'ai tout plaqué, j'ai repris des études là à 40 ans. J'ai tout plaqué, j'ai repris des études. Maintenant, j'apprends à faire de la data, à coder, etc. Alors qu'il gagnait, je sais pas, 300 peut-être, tu vois. Et je dis, waouh. Et Yes. c'est là que tu comprends qu'en fait, la thune, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est de maîtriser sa vie, Son temps, ses passer du temps choix. avec Mmh. sa famille, son sport, son bien-être. Rendre heureux les tiens. Moi, je suis là-dedans maintenant. Tu vois, Mmh, je suis mmh. pas. Parfois, il y a des gens qui me démarchent, des plus jeunes, et qui me disent: «Ah, on va faire ça, ça, ça». Je dis: «Moi, tu sais, moi, je veux juste être heureux. On le fait si on s'entend bien. Si on s'entend bien, c'est pas grave. L'argent, c'est plus forcément le number one Yes. pour moi. Et, et ce qui compte, c'est de faire des choses qui nous font vibrer, qui nous épanouissent et de rendre heureux les tiens. Et franchement, moi, je trouve maintenant, je récupère mon bonheur là-dedans, tu vois. Quand je Yes. vois les miens heureux, quand je vois que je peux aider ma mère sur des trucs, quand je vois que j'ai un lecteur du bouquin qui est content, tu vois, quand je fais mon footing, après, j'ai un smile, tu vois. Yes. Tu vois un peu le truc, c'est ça, moi, aujourd'hui. Ouais, top. Bah, je partage 1000 fois et de faire les choses, ouais, d'être aligné, de faire les choses avec kiff, avec sens, avec passion. J'adore aussi ta comparaison de dire attention de pas se comparer aux autres parce que en effet, je reçois aussi pas mal de fois de témoignages, de commentaires de personnes qui soit en effet n'osent pas partager une opération immobilière. Typiquement, ça va être ça à leurs proches de part enfin, de peur du jugement soit par jalousie, soit par incompréhension, soit par méconnaissance, ou alors même, soit par, à l'inverse, eux-mêmes, dévalorisation par rapport à ce qu'a pu faire le voisin de plus beau, de plus grand, de plus fort, en tout cas perçu comme tel. Et dans les deux sens, en effet, c'est néfaste. Après, pourquoi pas, on n'est pas obligé de tout dévoiler sur la place publique, etc. Et puis ça tient au caractère des personnes. Mais de se mettre des freins par rapport à ça, c'est quand même un petit peu dommage dans le sens où, comme tu dis, on n'a qu'une vie, ça passe à la vitesse de la lumière. Il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose sur telle décision ou telle décision. Les Français, d'autant plus, on voit très bien n'importe quel sujet, que ce soit le football, la politique, etc. Il n'y a jamais personne qui est d'accord entre nous. On a tous 150 000 avis différents. Et donc le fait de se freiner, en tout cas pour ces questions, je trouve ça vraiment dommage et de la perte de charge, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais un manque de un manque d'éveil en tout cas pour les personnes et ça permettrait de se libérer de ces chaînes à ces personnes de faire tellement plus, tellement mieux et d'être alignés en fait avec ce qu'ils sont. Et ouais, j'adore cette comparaison de dire de pas se comparer, ouais. Il faut avancer, en fait. Mm, mm, Moi, franchement, c'est ce que je mets en pratique mm, pour mm, moi, ce mm, que je mm, conseillerais, mm, mm. c'est faites votre vie. Tous les gens qui ont réussi, regardez, tous les gens qui ont réussi dans le sport, dans le business, peu importe. Mm. Les gens, ils ont tracé leur route. Faut pas chercher à copier, à s'inspirer toute la journée d'un, à- à dupliquer, à critiquer. Faut tracer, tracer, tracer. La France, c'est mon pays, je suis né là, j'adore. Mais on est le pays plus des idées que de l'action, malheureusement. C'est culturellement, on aime les débats, on aime les idées, on aime l'excellence académique, etc. Mais le terrain, les amis, le terrain, vivre, Mm, faire mm. des travaux, euh, rénover des appartes, aller voir des agences, dans les startups, aller sur le terrain, prendre des cafés, discuter, être sincère. Ah non, je connais rien à ça, mais je veux apprendre.
Et après, vous mettez des œillères et vous tracez. Mmh, 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 C'est mmh, pour mmh. ça que je pense que c'est le meilleur conseil que je donnerais maintenant, avec un petit peu de recul, c'est d'avoir une idée, d'être humble et de comprendre qu'on est toujours des élèves et qu'on ne sait pas tout, et d'avancer, d'être bien entouré aussi, dans un bon environnement. C'est Mmh. le plus important, ça aussi. Tu vois, on dit, les 5 personnes, tu es la moyenne des 5 personnes autour de toi, c'est assez vrai. D'être dans un bon environnement, et quand tu sens une personne toxique, tu la sors. C'est comme dans une communauté, tu vois? Mmh, Tu sens un mmh, truc: mmh. Il y a un truc pas clair là, moi j'ai pas compris, je sens pas la vibe». Ouais, ouais. Et tu sors, et pas avoir d'état d'âme pour ça, tu vois? Tu sors, tu en fait, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se faire bouffer, parce que les gens, Yes. c'est leur responsabilité d'avoir des problèmes et de les régler. Donc si ils te balancent leur sac à dos de problèmes dans la gueule, c'est pour que tu règles. Mais tu as pas le temps, toi. Toi, tu dois survivre déjà. Mmh mh. Quand tu as compris ça, tu cool. Bah, écoute, mille merci pour, ce petit partage et cette petite note, un petit peu plus, on va dire, philosophique, et merci pour la transparence. Encore une fois, un plaisir, Alexandre, de t'avoir, et j'espère te dire, avant 2 ans et demi, pour la prochaine émission. Ah, avec plaisir, Ismaël. Franchement, c'est toujours cool, quand on fait un podcast, et j'espère qu'on va réussir à se voir aussi. Il faut que tu viennes, ou faut que je vienne dans ton coin. Yes, Ce sera un grand, grand plaisir. Franchement, on va sauter dans les bras. Tu vois? «Ah mon gars!» Et carrément. c'est top, je suis super content de ce que tu fais aussi, et je vais bosser dur pour avoir des choses à dire. Ouais, bah, carrément, Top. bah, à l'ouverture de ton club deal, je sens, je sais pas pourquoi, mon petit doigt me dit que, Tu seras au courant, tu seras au ouais, courant des avancements, tu seras au courant. ça devrait arriver. Je le répète, il y a le livre à gagner pour l'un des auditeurs, l'une des auditrices, Investir dans les parkings, ton excellent livre qui cartonne. Je sais plus Mmh. combien et d'avis tu as sur Amazon, mais c'est vraiment, enfin, c'est la folie, en 5 étoiles, etc., etc. Franchement, chapeau. Ouais. C'est amplement mérité. Où c'est qu'on te retrouve toujours sur LinkedIn, ton réseau LinkedIn, Instagram, Instagram? les 2, c'est bien. Ouais. Ouais, 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 ok. De la part d'Ismaël, je vous répondrai direct, Yes, 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 aucun problème. pour celles et ceux qui veulent pousser la discussion un petit peu plus loin. Et puis, bah, écoute, mille merci, je te laisse le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est merci à toi, Ismaël, pour ce que tu fais, pour, mettre en lumière, des parcours, des idées, et la communauté que tu as, et qui est hyper bienveillante. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous a plu, que je vous ai convaincu. Alors, j'ai rien à vous vendre, mais j'espère que je vous ai donné envie, que je vous ai motivé. Et puis n'hésitez pas à me contacter, et n'hésitez pas à entreprendre, à être prudent mais passionné. Merci à vous. Ciao. Et merci Alexandre pour cette belle émission sur l'univers du private equity et dans tout le domaine du non-coté, où on a pu voir grâce à ton franc-parler et à ton authenticité qu'il y a plein de possibilités et d'opportunités pour peu que l'on fasse les choses correctement. Merci à vous toutes et à vous tous qui avez écouté cette émission jusqu'au bout. Et pour celles et ceux qui sont intéressés, vous le savez, encore merci Alexandre qui offre un exemplaire de son livre sur l'investissement sur les parkings, un exemplaire dédicacé à l'une ou à l'un d'entre vous. Pour ça, il suffit de participer. Vous retrouvez le lien dans les notes de cette émission. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin et continuer cette discussion ou tout autre sur tout le domaine des finances personnelles, je vous retrouve sur les réseaux Instagram et aussi et surtout sur LinkedIn. Je me ferai un plaisir de répondre à l'ensemble de vos commentaires. Prenez soin de vous, prenez soin de vos investissements et je vous retrouve très très vite pour une nouvelle émission de la bonne fortune. Ciao!